Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 252e grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Cupra Raval. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Alors qu'on essaiera bientôt sa cousine technique, la Volkswagen ID Polo, place à celle aujourd'hui qui lui grille la priorité de quelques semaines au sein du groupe Volkswagen. Il s'agit donc de la Cupra Raval. Au programme, un look tapageur à l'extérieur mais également à l'intérieur, un contenu technologique de premier plan, beaucoup de plaisir au volant et puis de l'espace également. De l'espace pour les occupants mais également et peut-être surtout pour leurs bagages. Voilà donc une jolie promesse, mais est-ce qu'elle se vérifie ? Alors, quelles sont les qualités, mais également les défauts de cette citadine électrique au look tapageur, un modèle très attendu, je le sais. Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on va quitter l'Espagne, direction les États-Unis, avec une marque qui revient chez nous avec un modèle emblématique. Il s'agit de Dodge, avec la Dodge Charger en version 100% électrique. La version évidemment qui nous intéresse sur Charging Station. Voilà un essai qui promet de déménager. Ce qui arrive durant les semaines suivantes est plutôt pas mal. Des voitures très attendues là aussi. Donc surtout, ne bougez pas, restez fidèles à Charging Station comme vous l'êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Et ça nous fait bien plaisir à toute l'équipe ainsi qu'à moi évidemment. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, place à l'essai de cette Cupra Raval. Un look affirmé donc pour cette Cupra Raval qui, en bonne Cupra qui se respecte, joue la carte de la sportivité. Difficile au premier regard d'imaginer que cette voiture et la bien plus sage Volkswagen ID Polo partagent la même base technique et pourtant, chacune a donc sa propre personnalité et c'est très bien comme ça. À l'avant, on remarque le logo de couleur cuivrée, une couleur chère à Cupra qu'on retrouve également sur les jantes et à l'intérieur. On découvrira ça dans la suite. L'allure globale est donc plutôt agressive avec deux profils, une voiture qu'on sent prête à bondir. On remarque au passage les poignées de porte escamotables et puis la trappe de recharge qui est située à l'avant du côté droit. On y revient là aussi dans la suite. À l'arrière, de la sportivité, encore et toujours avec les diffuseurs en partie basse et le logo Cupra illuminé, ainsi que les effets 3D dans les feux, c'est très joli. Si vous aimez les looks sportifs, vous avez là donc une plutôt sympathique proposition. Au total, d'un point de vue technique, ce sont pas moins de 4 versions de la Cupra Raval qui sont proposées. Attention, toutes ne sont pas encore disponibles sur tous les marchés. De la plus modeste de 116 chevaux à la plus radicale, la version VZ qui vient coiffer la gamme avec ses 226 chevaux. Chacun devrait pouvoir trouver chaussure à son pied. Je vous mets toutes les données techniques juste ici. Dans tous les cas, le moteur électrique sera de type synchrone à aimant permanent. Il sera installé à l'avant, c'est donc une traction qui repose sur la nouvelle plateforme MEB+, du groupe Volkswagen. La version essayée cette semaine est la version de 211 chevaux, soit la 3e version sur 4 en termes de puissance. Je vous parlerai de mon ressenti à son volant cette semaine, tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Sur la balance, comptez entre 1589 et 1615 kg selon les versions. Enfin, concernant la charge tractable, sur les deux versions les moins puissantes, ce sera 500 kg que la charge soit freinée ou non freinée. Sur les deux versions les plus puissantes, là vous pourrez monter jusqu'à 750 kg si la charge n'est pas freinée, mais 1200 kg si la charge est freinée. C'est plutôt pas mal. La batterie, elle est située sous le plancher entre les 4 roues et sa chimie, ce sera du NMC nickel manganèse cobalt ou du LFP, lithium fer phosphate en fonction des versions. La batterie LFP, c'est pour les 2 premiers niveaux de puissance, une batterie que vous allez pouvoir recharger à 100% au quotidien puisque chimie LFP, en respectant évidemment les prescriptions du constructeur. Les 2 versions les plus puissantes, dont cette voiture d'essai, sont-elles équipées d'une batterie NMC que vous allez recharger au quotidien à 80% pour préserver la batterie. Une recharge à 100% étant bien sûr toujours possible en prévision d'un plus long trajet, le tout toujours en respectant les prescriptions du constructeur. L'autonomie maximale, vous l'obtiendrez avec cette version, qui est la moins puissante équipée de la plus grosse batterie, 446 km en théorie. On verra tout à l'heure sur la route ce qu'il en est dans la vraie vie, si l'efficience est au rendez-vous.
Pour recharger la batterie, ça se passe à l'avant du côté droit et quand on ouvre la trappe, vous le voyez, on a accès directement au connecteur qu'on va utiliser au quotidien, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme. Je vous mets les temps de recharge ici. Si vous voulez recharger sur le courant continue lors d'un très long voyage qui va dépasser en nombre de kilomètres l'autonomie maximale de cette voiture, l'autonomie réelle sur une seule charge de cette voiture, autonomie dont on reparlera tout à l'heure, et bien là vous devez retirer le petit cache pour avoir accès à la somme des deux connecteurs. C'est le connecteur Combo CCS avec sur cette version 105 kW de puissance acceptée, 105 kW pour une recharge de 10 à 80% en théorie en 24 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Mais est-ce que dans la vraie vie on obtient ces 24 minutes ou est-ce que c'est un petit peu plus? Eh bien, regardez. Me voici un hub de recharge Total Energy que j'ai localisé grâce à l'application Charge Plus de Total Energy, application qui est totalement gratuite, évidemment disponible sur l'App Store et le Play Store, donc compatible Apple et Android. Grâce à ma carte de recharge Charge Plus, eh bien je vais pouvoir démarrer la recharge. On est à 10% de batterie, il fait très chaud aujourd'hui, 36 degrés au thermomètre à l'ombre. On va recharger jusqu'à 80%, normalement c'est 24 minutes. Alors ces températures très élevées vont-elles pénaliser la recharge? Eh bien, on va le savoir. Allez, c'est parti, on lance la recharge. Démarrage de la recharge à 14h49, il y a quelques secondes, une minute maintenant, voilà. Il est maintenant 14h50, on a déjà gagné 5% et la fin est prévue à 15h13, c'est-à-dire après 24 minutes. Pour l'instant, on est dans les clous. Et puis pendant que ça recharge, je vous rappelle que Total Energy est partenaire du programme Power Goodies. Alors Power Goodies, c'est une application qui est entièrement gratuite et chaque fois que vous allez recharger avec Total Energy, eh bien vous allez accumuler des points et qui dit points dit au final des récompenses quand vous rechargez, des récompenses quand vous libérez rapidement un chargeur une fois que la recharge est terminée et donc des récompenses à la clé. Et comme c'est gratuit, pourquoi vous en priver? Téléchargez l'application dès maintenant, l'application Power Goodies. 14h49 plus 24 minutes, ça nous donne 15h13, il est 15h11 et vous voyez qu'on y est déjà presque. Alors ce sera 11 ou 12. Fin de la recharge dans quelques secondes en tout cas. On peut dire que cette voiture tient ses promesses en matière de vitesse de recharge. 24 minutes et ce sera donc, voilà, ça vient de passer à 80%. Il est 15h12, on est donc sur 23 minutes, 23 au lieu de 24. Alors 24 c'est déjà très bien. Si on fait une minute plus vite, c'est encore mieux. 23 minutes donc avec cette voiture sur ce test de recharge de 10 à 80%, c'est très bien. Notez pour être tout à fait complet que de série ou en option selon les finitions, la Cupra Raval est compatible V2L, c'est-à-dire qu'à partir du port de recharge, vous allez pouvoir, moyennant branchement d'un adaptateur, eh bien, alimenter des appareils électriques externes. Ça ne sert pas tous les jours, mais si vous êtes régulièrement en vadrouille, ça peut être sympa. Puissance maximale délivrée, 3,6 kW. L'ouverture du haillon, elle est manuelle et la capacité du coffre, elle est gigantesque, digne du segment supérieur, 441 litres avec la banquette arrière en place et jusqu'à 1240 litres avec la banquette arrière fractionnable 60-40 complètement rabattue. C'est vraiment très pratique au quotidien. Dans le coffre, on va retrouver un crochet de chaque côté, une petite alcôve de chaque côté également, idéal pour caser la bouteille de vin quand on va chez des amis, un plancher amovible et sous ce plancher, ce fameux sous-coffre qui permet à cette Raval de revendiquer cette très confortable capacité de chargement pour la catégorie. Sous le capot, pas de frunk malheureusement, pas de coffre avant. Le câble de recharge devra donc se trouver une petite place dans le grand coffre. Dans la suite de cet essai, je m'installe au volant et je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Cupra Raval. Un tableau de bord très Cupra, un intérieur très Cupra. Et là, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Quand on mesure 1m90, 1m90, j'ai réglé le siège pour ma taille. Voici ce que ça donne à l'arrière. Alors, au niveau des genoux, bon, c'est un petit peu limite, impossible de serrer les genoux. Je dois les placer de part et d'autre des sièges avant, sièges baquets spécifiques d'ailleurs, j'en parlerai dans la suite. Ensuite, pour les pieds par contre, pas de problème, je peux les glisser sous le siège avant. Et au niveau de la tête, en hauteur, j'ai 2-3 cm au-dessus de la tête, pas de problème également. Si on part du haut et qu'on descend, ici, pas de toit vitré, pas de toit ouvrant, etc. Rien de tout ça, mais c'est disponible en option. Si on descend encore, on a 2 poignées de maintien, mais alors 2 poignées
poignée de maintien à l'avant. Donc le conducteur a droit à sa poignée de maintien, c'est étrange, mais pas les passagers arrière. Par contre, à l'arrière, on a de chaque côté un petit crochet pour pendre une veste. Si on descend encore, derrière les sièges, on a les poches aumônières, c'est classique. À l'arrière de la console centrale, on a 2 prises USB-C et on a un petit vide-poche. Et puis juste en dessous, entre les 2 sièges arrière, eh bien, pas de tunnel de transmission. C'est parfaitement plat au niveau du plancher et ça, c'est plutôt pas mal. Pas non plus d'accoudoir central à l'arrière. Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'arrière sur cette voiture. On va maintenant passer à l'avant. Pas de doute, au premier coup d'œil, on est bien dans une Cupra, le logo sur le volant, les inserts cuivrés un petit peu partout sur les portières et la planche de bord, les parties façon peau de serpent, les codes du constructeur sont respectés, on aime ou on n'aime pas. Par contre, la qualité des matériaux et les assemblages devraient mettre tout le monde d'accord, c'est très bien réalisé, et même en partie basse, comme de part et d'autre de la console centrale, on a ici des surfaces moussées, ce qui est très appréciable sur long trajet quand on a envie de déposer le genou. Alors bien sûr, il y a aussi pas mal de plastique dur, mais l'ensemble franchement est cohérent. Bref, pour peu qu'on apprécie le style Cupra, cet intérieur est très convaincant, mais il renferme encore un petit secret, l'éclairage intérieur, on en reparlera sur la route. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description du tableau de bord. Sur la portière conducteur en partie haute, on a la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture. Les vitres électriques et les rétroviseurs électriques, rabattables à la demande. En partie basse, le vide-poche en 2 parties qui n'est pas équipé d'un fond antidérapant, c'est dommage. Sur la planche de bord à gauche du volant, le menu éclairage. Tout en bas, bien sûr, l'ouverture du capot. Sur le volant qui est à réglage manuel à gauche, le volume et les aides à la conduite. À droite, la commande vocale, la navigation dans les infos de l'écran instrument. La personnalisation de l'affichage dans l'écran instrument et le volant chauffant, ainsi que les plages ou stations précédentes ou suivantes. Derrière le volant, les palettes pour la récupération d'énergie, on en reparlera sur la route. Les commodos ensuite, avec à gauche les clignotants et les essuie-glaces, à l'avant et à l'arrière, puisqu'on a bien un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. À droite, le sélecteur de sens de marche. Plus bas, on a également le bouton de démarrage qui servira dans des situations bien précises, mais dont vous pourrez vous passer en utilisation normale. Face au conducteur, derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces. Son contenu est donc personnalisable via les touches à droite sur le volant. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, la présentation générale de cet écran. Ici, on a une présentation avec double compteur fictif. Présentation plus traditionnelle. Si j'appuie sur le bouton View, eh bien, on va passer à une vue un petit peu plus moderne, un peu à la BMW d'ailleurs, avec ses L à gauche et à droite. Ensuite, une vue plus réduite avec la vitesse au centre. On a la puissance de part et d'autre et puis des compteurs annexes. On a ensuite une vision plus minimaliste où on efface les pseudo-compteurs et puis retour à une présentation plus classique avec compteur virtuel. Alors ça, c'est pour la présentation générale et puis on a aussi la navigation dans les informations, la partie qui est modulable, notamment via la petite roulette qui se trouve ici. Quand on appuie sur la petite roulette, on aura les informations qui vont défiler. Informations de conduite, en l'occurrence ici, longue durée depuis la recharge et depuis le départ. Cette information, cette partie centrale, en l'occurrence ici, elle peut aussi faire place à d'autres informations. Là, c'est via les petits triangles. On peut avoir le Range Monitor. On peut avoir également la carte qui s'affiche derrière. C'est plutôt chouette, c'est une belle présentation. Les aides à la conduite et on revient sur les informations de conduite. Donc voilà, pas mal de possibilités de vous créer la planche de bord qui vous convient. En tout cas, l'écran instrument qui vous convient, sa présentation, celle qui vous conviendra le mieux via ces touches sur le volant. Je trouve ça plutôt sympa et facile d'accès et donc très ergonomique. Plus en arrière, pas d'affichage tête haute sur cette voiture. Au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement qui mesure 12,9 pouces. On en reparlera dans un instant. Sous l'écran, des commandes affleurantes liées au chauffage et à la climatisation pour le conducteur et pour le passager. C'est là aussi qu'on peut commander le volume et soit couper le volume en appuyant tout à gauche. C'est la fonction mute ici. Et si on appuie longuement, eh bien dans ce cas-là, l'écran s'éteint. Alors il ne s'éteint pas tout à fait. Simplement, il va afficher l'heure. Et si on appuie,
il se rallume. Plus bas, sous les aérateurs centraux, un espace de recharge par induction et plus en arrière, un astucieux système de maintien vertical du téléphone avec possibilité de branchement d'un câble via l'orifice prévu. C'est plutôt malin. Plus bas encore, sous cet espace, un grand bac de rangement avec 2 prises USB-C et un revêtement antidérapant. Plus haut, plus en arrière, les 2 porte-gobelets et sous la coudoir, un autre espace de rangement. Les 2 porte-gobelets et espaces sous la coudoir disposant eux aussi d'un tapis antidérapant. La boîte à gants, enfin, est de contenance correcte, sans plus. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Cupra Raval. Vous le trouvez comment, cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de démarrer et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va aller faire un petit tour du côté du système d'infodivertissement. Je vous le disais dans la vidéo premier trajet, un système qui a bien évolué. C'est très fluide, c'est très agréable à utiliser. Et je vous le disais là aussi dans la vidéo premier trajet, quand on appuie sur les touches ici, qui sont pas des touches, évidemment c'est un écran, mais on a l'impression de pousser sur des touches parce qu'on a un petit phénomène d'enfoncement, voilà, visuellement. C'est plutôt sympa, c'est très réactif. Donc c'est vraiment très chouette à utiliser. Donc cet écran, par défaut, on a cette présentation avec les 2 petits widgets ici, accès direct à tout ce qui est batterie et accès direct à tout ce qui est son. On a tout en haut un menu qui vient du haut avec des raccourcis, notamment pour couper facilement le bip de survitesse, l'alerte d'attention ou encore le maintien dans la voie. On va faire remonter ce menu, vous voyez c'est très fluide. On a ici la partie navigation, on simulera un trajet vers Marseille dans un instant. Alors à votre avis, combien de recharges? 3, 4, 5, 6, 7, 8. On verra ça dans la suite. En haut à droite, la connectivité et l'heure. On a ici les informations de parking avec l'appel du menu caméra. Plutôt sympa d'ailleurs au niveau de sa définition. Vous le voyez, on en reparlera sur la route, mais on a ici une vision 360 degrés qui est très pratique et une définition de caméra qui est très correcte, certainement dans cette vision ici bird view comme on dit, c'est-à-dire la vue simulée depuis le haut de la voiture. En dessous, tout ce qui est chauffage et climatisation et qui n'est pas géré par les petites réglettes de température ici en dessous. Si on rentre un petit peu plus dans les menus, on va aller ici où on a toutes les applications avec également la clé digitale, c'est disponible sur cette voiture aussi, réglage de sièges également pour avoir les sièges chauffants par exemple. On revient sur l'écran par défaut, on a ici au-dessus donc des accès rapides vers les aides à la conduite avec des favoris qui sont accessibles directement. Donc si vous voulez pas y aller par là pour aller couper telle ou telle chose, vous pouvez le faire ici. Et remarquez notamment que si je coupe ici, je coupe 2 fonctions en fait, le bip de survitesse et le bip d'alerte de changement de vitesse maximale autorisé. Un autre menu, on l'a dit, c'est le menu batterie avec une recharge maximale à 80% au quotidien. On est pour l'instant à 99,99. On peut optimiser tout ça. Là, pour l'instant, capacité actuelle, 19 kW, la batterie est froide. Et ici, programmer également, c'est possible. On l'a dit ici, c'est la partie audio, le parking ici, avec possibilité sur cette voiture d'avoir également le parking assisté. Sur une citadine électrique, c'est pas si courant. On revient sur l'écran par défaut et on prend la direction de Marseille. Rendez-vous sur la route indiquée. Voilà, l'itinéraire par défaut, c'est celui-ci. Itinéraire que je connais bien puisqu'on est allé, vous le savez, dans le sud de la France, à Barcarès cet été avec le Mercedes GLC. La vidéo est d'ailleurs toujours disponible, les vidéos, l'aller et le retour. On a pris pour partir la route vers le Luxembourg, Metz, Nancy, Dijon, Lyon, etc. Et pour le retour, on a pris via le Massif central, ici en passant par Paris. C'était très agréable. Voilà, donc avec une batterie complètement pleine, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 recharges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on prend par là, par le centre de la France. Donc 5 ou 6 recharges, mais des recharges qui sont a priori plutôt rapides. Ici, on est sur 21 minutes pour la première. Ensuite, 22 minutes. Ici, 23 minutes. Ici, 28 minutes. Et ici, 16 minutes. Voilà, des recharges très rapides. Pour une citadine électrique, franchement, c'est pas courant. Alors oui, vous allez vous arrêter assez régulièrement, mais vous vous arrêtez chaque fois pas très longtemps, le temps d'un petit café. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait cet été, que c'était pas finalement très contraignant. Alors avec la Mercedes, bien sûr, je m'étais arrêté 2 fois. Ici, c'est 5 fois, mais ça veut dire que c'est faisable avec une citadine électrique. C'est
faisable. Et donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, le bon enseignement. On l'a vu quand on a ici un arrêt de recharge. On est ici sur une aire Total Énergie. On peut avoir un petit peu plus d'informations, notamment les heures d'ouverture, ce qui est libre, pas libre, etc. Voilà, la restauration disponible sur place également, les méthodes de paiement, etc. Donc c'est vraiment très 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 complet. Et vous le voyez, c'est hyper réactif. La voiture a calculé extrêmement rapidement l'itinéraire et a placé rapidement les bornes de recharge dessus. Ça me donne presque envie d'une nouvelle fois descendre dans le sud de la France après l'avoir fait cet été. Bon, on n'y va pas dans le sud de la France, on va revenir sur l'écran par défaut. On va arrêter ici l'itinéraire, la navigation et on va maintenant filer sur la route où je vais vous livrer mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Oui, il y a bien un bouton de démarrage, mais au quotidien, pas besoin de l'enfoncer pour démarrer. Vous vous installez, vous posez le pied sur le frein et ça suffit à réveiller la voiture, c'est très bien. Vous basculez ensuite le sélecteur de sens de marche vers vous pour la marche arrière ou vers le pare-brise pour la marche avant avec une petite subtilité dont on reparlera dans un instant. Dès les premiers tours de roue, la Raval se montre dynamique, vive, pour ne pas dire joueuse. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo premier trajet, la conduite donne le sourire, ça démarre bien. Dans cette voiture d'essai, une édition de lancement, First Edition Plus en Belgique. J'ai droit au siège baquet Dynamica qui, contrairement au siège baquet de l'Opel Mokka GSE, essayé récemment, souvenez-vous, eh bien ici ils maintiennent très correctement et ils ne sont pas inconfortables au quotidien. Ils sont chauffants également, les réglages sont électriques, on a des mémoires également, 3 mémoires sur le côté, et puis l'amplitude des réglages devrait permettre à tous les gabarits, toutes les morphologies de trouver leur position de conduite idéale. On est très bien installé dans cette voiture, parfaitement pour le quotidien et aussi pour se faire plaisir en conduite plus dynamique. La suspension, elle est plutôt ferme, assez pour permettre une conduite dynamique précise, mais pas trop, ce qui nuirait au confort au quotidien. Bref, on a ici le compromis idéal. Notez que sur la finition supérieure VZ, là vous aurez droit au siège baquet Cup avec technologie de tricotage en 3D. Impressionnant. Mention spéciale pour les aides à la conduite dans cette Raval, des aides à la conduite qui sont particulièrement nombreuses et bien calibrées. Dans cette citadine, vous avez même droit au système de stationnement assisté ou encore le dépassement assisté. Vous enclenchez le clignotant, la voiture se déporte, se place au centre de la voie de circulation que vous rejoignez et ensuite elle coupe le clignotant. Alors bien sûr, vous devez garder les mains sur le volant. Bien sûr, c'est loin d'être indispensable, mais proposé dans une citadine, c'est pas courant et en plus, c'est sans doute l'un des meilleurs systèmes de dépassement assisté que j'ai rencontré jusqu'à présent avec des réactions qui sont étonnamment intelligentes, d'une grande finesse. C'est franchement bluffant. La conduite assistée qui combine, elle, le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage sur la voie de circulation, eh bien, elle est aussi très bien calibrée. C'est top. Franchement, cette citadine électrique, c'est un régal au quotidien grâce à ses aides à la conduite bien calibrées, vous l'aurez compris, et grâce aussi à son agrément de conduite. Oui, parce que cette voiture, à conduire, c'est un jouet, c'est un régal, c'est vif, léger pour une voiture électrique et pas besoin de se mettre en mode de conduite Cupra pour profiter d'une puissance confortable. Non, même en mode de conduite normal, hop, ça pousse. Cette voiture de 211 chevaux, elle donne le sourire, c'est très chouette. La position de conduite, les suspensions, le châssis, la puissance disponible, le freinage, tout est cohérent en fait dans cette voiture et c'est bien la cohérence qui va faire qu'une voiture est agréable au quotidien. Il n'y a pas de secret, c'est la formule gagnante, la cohérence, ce dont manquent encore d'ailleurs certaines concurrentes venues de Chine, mais ça, c'est une autre histoire. Petite déception dans cette voiture, la gestion des bruits. Alors, cette Raval n'est pas une voiture bruyante, mais si les bruits de roulement sont bien maîtrisés, pour ce qui est des bruits aérodynamiques, par contre, c'est un petit peu autre chose, avec des bruits qui vont de léger à modéré à partir de 80 km/h au niveau de la vitre ici. Rien de grave, mais c'est à signaler. Un mot concernant le système audio Sennheiser, dont cette édition de lancement est équipée. C'est un système immersif de 475 watts, 475 watts, un système qui propose un son qui est très bon, rien à dire. On va simplement regretter que, comme avec tous les systèmes audio premium, le caisson de basse pénalise l'espace disponible dans le coffre. Cela dit, comme sur cette voiture, le sous-coffre, il est gigantesque. Bon, c'est pas très grave. 11 mètres, c'est la valeur revendiquée par la Raval concernant le diamètre de braquage. Alors dans les faits, même s'il ne s'agit pas d'un record, la Raval se débrouille très bien en matière de maniabilité en ville et dans les espaces exigus comme les parkings par exemple. Et puis le système de caméra à 360 degrés top view dont cette voiture d'essai est équipée est vraiment une aide précieuse avec un rendu qui est très détaillé, on l'a vu. C'est plutôt complet comme système, plutôt convaincant avec très peu d'angles morts finalement. C'est très très bien.
Waouh, ou quelque chose comme ça, voilà ma réaction quand j'ai posé pour la première fois le pied sur la pédale de frein. Le freinage est très mordant sur cette voiture, ça fait plaisir. Ça change des freinages mollassons qu'on retrouve sur pas mal de voitures depuis qu'elles récupèrent l'énergie. Un freinage aussi direct, ça surprend et ça procure aussi un grand sentiment de sécurité. Concernant la récupération d'énergie, il y a 4 niveaux en mode D et 2 niveaux en mode B. Et le mode B, niveau 2, c'est mon préféré, avec un ralentissement qui est puissant au lever de pied de l'accélérateur. Puissant si vous levez le pied brutalement, évidemment, on peut moduler tout ça. Un ralentissement qui va jusqu'à l'arrêt complet. Bref, un très bon système de conduite à une pédale. Encore un bon point. Seul bémol pour moi qui aime le mode B. Un seul basculement du sélecteur de sens de marche vous emmènera toujours en D. Il faut toujours donc basculer 2 fois le sélecteur pour atteindre le mode B. Dommage que le B ne reste pas en mémoire avec possibilité de le rappeler simplement avec un seul basculement. C'est un petit détail, mais ça ferait plaisir. Dans cette voiture d'essai en édition de lancement First Edition Plus, les phares matriciels qui éclairent la route intelligemment fonctionnent très bien. Le principe des phares matriciels adaptatifs, je le rappelle, c'est que tout est automatique, allumage, extinction, bien sûr, mais également l'extinction d'une partie seulement du faisceau lumineux pour que la voiture puisse rester en feu de route en permanence tout en évitant d'éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Et là aussi, rien à dire, franchement, ça fonctionne bien. Mais la vraie spécificité de cette Raval en matière d'éclairage, c'est l'éclairage intérieur dynamique, assez impressionnant. Il y en a sur les portières, il y en a sur le bandeau qui fait tout le tour au bas du pare-brise, qui va d'une portière à l'autre. Alors, kitsch ou pas, chacun se fera son petit avis, mais ici on a une vraie innovation. Et puis le nombre de réglages disponibles, d'ambiances disponibles, devrait permettre à chacun de trouver son ambiance préférée, de la plus sobre à la plus Cupra. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est 446 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique, car je me suis fait un petit peu plaisir cette semaine. Et cette semaine, il a fait entre 12 et 36 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 500 km, avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile, lieu de travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. Et en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une moyenne de 15,5 kWh au 100. Cette valeur, très correcte, elle va m'autoriser un bon 300 km réel sur une charge complète dans mes conditions de parcours et météo de cette semaine. Et pour une citadine, sachant que je suis beaucoup là où elle n'est pas censée rouler essentiellement sur autoroute, c'est franchement très bien. En fait, j'arrive à la même autonomie qu'avec finalement la Polestar 2 que j'avais acheté en 2021, qui proposait aussi un gros 400 km WLTP et avec laquelle je faisais 300 km en vrai, sauf que la Polestar avait une batterie bien plus grosse que cette Cupra Raval qui est du coup beaucoup plus efficiente. C'est la clé. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici avec chaque fois le prix de la version d'entrée de gamme de chacune des puissances disponibles. Le premier niveau de puissance, 116 chevaux, n'étant pas encore commercialisé. Ça arrivera un petit peu plus tard. Concernant cette voiture d'essai, c'est une configuration qui fait partie d'une édition de lancement qui n'est plus disponible. Prix de départ, 43 380 €. Au niveau des options sur cette voiture, on en a une seule. C'est la couleur, la peinture spéciale Plasma Noir Minuit, 1420 € en Belgique. Et si on ajoute la taxe environnementale de 60 € et les frais de préparation de 410 €, un petit peu mesquin, on obtient le total de la facture en Belgique, 45 270 €, 45 270 € pour configurer votre Cupra Raval. Rendez-vous sur le site internet de Cupra qui correspond à votre pays. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel. Pour les particuliers, le private lease. Le principe, il est le même. Vous payez chaque mois une même mensualité, le même montant du premier au dernier mois et tout est compris. La mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais qui gravitent autour, c'est-à-dire par exemple l'assurance, l'entretien, les taxes, etc., etc. Vous devez simplement rajouter le carburant, l'électricité à votre budget auto mensuel. C'est tout. C'est vraiment la formule simplicité par excellence pour bien maîtriser votre budget. Si vous voulez obtenir une offre, eh bien, rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre. Ça n'engage à rien.
Cette voiture, en conclusion, c'est une très bonne surprise. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est globalement très aboutie, très cohérente. Sa ligne, très Cupra, la différencie bien de sa cousine technique, la ID Polo de Volkswagen. Son intérieur, très Cupra aussi, on aime ou on n'aime pas, mais il est très réussi, il est ergonomique, bien fini, son coffre est énorme également pour la catégorie. Et puis sur la route, c'est un vrai plaisir parce que la voiture se comporte en petite nerveuse amusante, très saine à conduire, et puis aussi parce que les aides à la conduite sont très bien calibrées. Alors, est-elle parfaite? Non, évidemment. Au rayon des bémols, on citera quelques bruits aérodynamiques au niveau de la vitre latérale. Rien de grave. Un mode B qui ne reste pas en mémoire. C'eût été un plus, mais ce n'est pas le cas. Bref, des détails. Cette Cupra Raval, pas de doute, est extrêmement recommandable. J'ai maintenant hâte d'essayer la ID Polo de Volkswagen. Ce sera pour dans quelques semaines. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine. Premier trajet et ensuite grand essai chez Dodge, de la Dodge Charger dans sa version évidemment 100% électrique. Dodge qui est de retour avec ce modèle chez nous en Europe et ça nous fait bien plaisir. Durant les prochaines semaines, on sera chez Volvo également. Ce sera à la fin de ce mois d'août. Chez Volvo avec le X60, un modèle que vous attendez avec impatience, concurrent direct de deux autres modèles déjà essayés, le Mercedes GLC et l'iX3 chez BMW. En septembre, on ira chez Zeekr à la rencontre de cette grande berline, la Zeekr 7 GT. Et puis une vieille connaissance, retour au sein du groupe Volkswagen avec quelques essais d'ailleurs en septembre. Chez Volkswagen, la ID3 Neo, la dernière évolution de la Volkswagen ID3. On verra ce que ça vaut avec là aussi pas mal de bonnes surprises en termes d'ergonomie notamment. Chez Skoda, le Skoda Epic, mignon comme tout, je l'ai croisé d'ailleurs en allant chercher cette Cupra Raval. J'ai hâte d'en prendre le volant. Et puis chez Volkswagen, ça y est, on essaiera en septembre l'ID Polo, cousine technique donc de cette Cupra Raval. En octobre, deux essais déjà au programme. Chez Leapmotor, la B05 sera à l'essai, une voiture que vous attendez avec impatience parce qu'elle propose un prix particulièrement intéressant. Alors est-ce que c'est au détriment de l'ergonomie ou d'autres fonctionnalités? Eh bien, on le saura en septembre sur la chaîne et on retournera chez Cupra avec l'essai de la borne, la grande sœur de cette Cupra Raval, la borne en version VZ. Ça risque bien de déménager. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un très bel été. C'est la rentrée, les essais reprennent sur la chaîne et je sais qu'on peut compter sur votre incroyable fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce et si vous voulez la partager, c'est avec grand plaisir. À bientôt.